Bon, donc bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivants. Donc vous êtes là pour apprendre un certain nombre de choses sur cette formation du master en développement territorial. On va essayer de vous fournir un certain nombre d'informations et puis il y a pas mal de personnes ressources pour répondre à vos questions. Donc très rapidement, je m'étais présenté Frédéric Giraud, responsable du master en développement territorial et également responsable de l'orientation développement territorial des Suds. Et puis, si tu veux... Voilà, Isabelle. Voilà, pour la partie Université de Genève. Johannes. Johan Figueroa, je suis assistant, chercheur, je fais mon doctorat. Je participe notamment à l'orientation sud, sur les cours d'atelier sud et atelier international. Donc Johan a une formation initiale en architecture, donc il illustre aussi la diversité des provenances des intervenants et des intervenantes dans cette formation. Jacques. Alors Jacques Michelet, vous allez le voir, il y a plusieurs orientations dans ce master. Moi je suis responsable de l'orientation développement régional, donc plutôt une orientation nord et à large échelle. Voilà, merci. Donc je vous propose peut-être de commencer par la fin. Enfin, je ne sais pas si c'est une fin, mais disons c'est une étape supplémentaire. Plutôt que de commencer par vous présenter ce qu'on fait dans la formation, je vous propose d'aborder ce que vous pouvez professionnellement espérer si vous vous engagez dans le cadre de cette formation. Alors c'est lié d'une part à la manière dont on conçoit cette formation, mais c'est lié aussi sur l'expérience qu'on a des personnes qui sont diplômées du master en développement territorial et qui finalement se distribuent sur toute une série de fonctions qui sont représentées ici. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont travailler dans les administrations, alors pas n'importe où dans les administrations, généralement ça va être dans les administrations, dans les branches des administrations qui s'intéressent aux questions de développement territorial. Par exemple, à l'État, ça va être justement le département du territoire. Et au département du territoire, il y a un certain nombre de personnes, soit qui ont fait des stages, soit qui ont eu l'occasion ou qui travaillent dans le cadre de ce département. Alors je prends l'exemple du canton, mais ça pourrait être l'exemple de municipalités, à Genève ou ailleurs. Il y a pas mal de personnes qui sont passées par ce master, qui aujourd'hui travaillent à différents titres, éventuellement pour la coordination de projets, ou dans des équipes de conception, ou éventuellement dans des équipes de communication aussi, mais dans ce type de département. Donc des administrations, ça peut être des fondations, des fondations qui, là encore, sont liées aux questions d'aménagement, d'urbanisme ou de développement local. Ça peut être des bureaux privés. Alors il y a des grands bureaux bien connus. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Urbaplan à Lausanne, qui a un bureau, et il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Donc on a des anciens et des anciennes de la formation qui aujourd'hui travaillent dans ces bureaux et qui parfois accueillent en tant que stagiaires des étudiants et des étudiantes. On va avoir, ça c'est peut-être plus particulièrement pour ceux qui suivent ou celles qui suivent la filière développement territorial des Suds, mais on a le dispositif des organisations non gouvernementales ou aussi les organisations internationales qui peuvent pourvoyer des stages ou des emplois. Voilà, et après, on peut le décliner ça. Et puis, il y a aussi des gens qui font de la recherche. Alors, généralement, c'est de la recherche appliquée. On n'est pas forcément sur de la recherche académique, théorique ou conceptuelle. On est plutôt sur des recherches qui portent sur des expériences concrètes et qui, à partir de ces expériences concrètes, développent des comparaisons et essayent de voir quels sont les modèles de développement territorial qui émergent de la pratique.
Et puis tout ça, ça se traduit en titre, si vous voulez, ou en profession, donc géomètre, géomaticien, développementaliste, architecte paysagiste, aménagiste, urbaniste, voilà. Donc après, il y a une vie, si vous voulez, après le master en développement territorial, qui peut prendre différentes formes, qui peut s'inscrire dans différents types d'organisations, privées, publiques, ou de type ONG. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation, c'est une formation qui est assez originale, déjà de par son montage institutionnel. On est 2 institutions partenaires, donc c'est un master qui n'est pas un master exclusivement Université de Genève, contrairement à la plupart des masters qui sont présentés ce soir, qui sont les masters de l'Université de Genève, enfin en tout cas ceux de la faculté des sciences de la société. Là, c'est un master qui est fait conjointement avec la HESSO. La HESSO, c'est l'ensemble des hautes écoles de Suisse occidentale. Et parmi ces hautes écoles, il y en a plusieurs qui sont spécialisées dans différents champs, avec une forte connotation professionnalisante. Et notamment à Genève, il y a l'EPIA, qui est la haute école dédiée aux questions de paysage et d'architecture. Et donc c'est avec l'EPIA principalement, mais il y a aussi une haute école à Lausanne, qui est partie prenante de ce master. Et vous allez voir, quand je vais vous présenter les différentes orientations possibles à l'intérieur de ce master, vous allez voir qu'il y en a 3 qui sont proposées par l'Université de Genève et 3 qui sont proposées par HESSO. Elles ont chacune des couleurs un peu différentes, mais il y a aussi beaucoup de transversalité, ce que j'évoquerai. Alors, il y a plusieurs termes qui sont importants pour essayer de décrire la manière dont on a conçu cette formation et puis la manière dont elle fonctionne. Un des termes importants, c'est l'interdisciplinarité. Vous allez avoir des intervenantes et des intervenants, d'une part qui viennent du monde académique ou qui viennent du monde professionnel, déjà, et puis vous allez avoir des disciplines d'origine qui peuvent être assez différentes. Alors vous avez des architectes, vous avez des géographes, mais vous avez aussi des juristes, vous pouvez avoir des sociologues, et puis des gens qui ne se définissent pas par une discipline, mais plutôt par un type de métier, tel que les urbanistes par exemple, ou les gens qui sont dans le développement local ou le développement régional. Donc ça, pour nous, c'est important, et cette formation, elle est vraiment transdisciplinaire, elle n'est pas portée uniquement par un département dans l'université. Elle est également multiscalaire. Multiscalaire, ça veut dire multi-échelle. Ça veut dire qu'on ne se focalise pas uniquement sur l'échelle de l'îlot ou du quartier ou de la commune ou de l'agglomération ou de la métropole, mais on s'intéresse à toutes ces échelles à la fois. Et généralement, quand on essaye de contextualiser un problème d'urbanisme ou d'aménagement, on doit mobiliser plusieurs échelles. Et puis après, vous allez voir avec les orientations qu'il y a une orientation notamment qui va privilégier plutôt une échelle un peu englobante et la notion de projet de territoire dans cette échelle englobante, celle des territoires de coopération, qui va être présentée par Jacques tout à l'heure. Autre particularité de ce master, c'est le fait qu'une bonne partie des enseignements est dédiée à ce que l'on appelle la pédagogie de projet, avec une didactique de l'atelier. Donc vous allez voir que dans le plan d'études, chaque semestre, quelle que soit l'orientation que vous prenez, chaque semestre, vous aurez un atelier qui est un moment important de votre formation. Donc ça veut dire que toute l'année, lors des 2 années de formation, enfin des 3 premiers semestres en tout cas, parce que le 4e il est un peu différent, mais lors des 3 premiers semestres, vous avez un atelier qui est un atelier de projet. La particularité de l'atelier de projet, c'est que vous allez travailler sur des situations concrètes, vous allez travailler en groupe et vous allez produire du diagnostic et produire du projet, des intentions en tout cas, que vous allez mettre en forme graphiquement ou de différentes manières. Vous allez être amené à les présenter et puis ce sera discuté. Alors c'est la discussion à la table, généralement un atelier de projet, c'est la rencontre entre des groupes d'étudiantes et d'étudiants et puis des professionnels et puis des académiques qui sont là régulièrement et puis auxquels vous rendez des comptes et qui vous accompagnent dans l'élaboration progressive de votre projet. Voilà. Donc ça c'est la pédagogie qui est privilégiée. Elle tient vraiment une place centrale dans cette formation, quelles que soient les orientations.
Alors bon, mes collègues là m'ont fourni un certain nombre de photos pour vous donner envie un peu, parce que derrière l'atelier, c'est pas simplement être enfermé dans une salle. Encore celle-là, elle a des fenêtres. Alors ça, évidemment, il y aura pas mal d'heures dans des salles. On réorganisera différemment. On mettra des tables collaboratives pour pouvoir partager des documents, pour pouvoir lancer des esquisses. Les partager. Donc voilà, c'est aussi tout un travail d'aménagement de l'atelier lui-même. Mais il y a aussi une partie arpentage, une partie observation, une partie recherche d'informations qui se fera à l'extérieur. D'où ces quelques photos, voilà, qui illustrent un peu les différents aspects de cette vie d'étudiante ou d'étudiant durant les exercices d'atelier. Vous voyez, on mobilise aussi des savoir-faire différents. Vous voyez, donc là, vous avez de l'esquisse graphique, là, vous avez de la maquette, là, vous avez de la production de documents finalisés qui pourront être présentés aux commanditaires des études. Puis là, vous avez de la présentation de planches qui peuvent être évidemment discutées collectivement. Voilà, c'est le cas, là. Il y a tout un débat autour des projets tels qu'ils sont présentés. Et puis évidemment, ça se termine bien, généralement, cette affaire-là, avec un diplôme et la possibilité de vous projeter vers ce que j'ai montré lors de la première slide. Voilà, donc il y a ces deux aspects. Hein. L'idée, c'est qu'une formation, même professionnalisante, et c'est une formation professionnalisante, c'est quelque chose un peu de fondamental et de fondateur dans une carrière. Et c'est le moment aussi où non seulement on va acquérir de l'expérience, on va connaître des aspects très pratiques, on va développer son employabilité. Alors, pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, l'employabilité, c'est une obsession. Hein. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur lorsqu'on va arriver en stage ou lorsqu'on va occuper le premier emploi. Nous, notre objectif, c'est d'une part de vous rassurer sur votre employabilité, c'est-à-dire évidemment de communiquer énormément de choses qui vont pouvoir être utiles professionnellement immédiatement, mais pas seulement. Il y a quand même aussi la dimension théorique, critique et réflexive que vous devez acquérir et qui est importante d'avoir parce que après vous aurez la tête dans le guidon professionnellement et c'est sur ce socle théorique et réflexif que vous pourrez vous appuyer pour garder un peu de mise en perspective de ce que vous aurez à faire. Voilà, alors maintenant j'en viens un peu au détail de la formation, parce que là c'était quand même un certain nombre d'idées importantes mais générales. La formation, le MDT en fait, il se décline en 6 orientations. Alors je vais en évoquer principalement 3. On va en évoquer principalement 3 parce que c'est les 3 qui sont proposés par l'Université de Genève. Mais ceci dit, si vous êtes intéressé par une des autres, c'est aussi une possibilité. Mais le mode d'inscription est différent et là, le mode d'inscription passe directement par HESSO. Donc sachez que ce master en développement territorial, il se décline en une orientation qui s'appelle architecture du paysage. Comme son nom l'indique, il est plutôt orienté vers les questions paysagères, mais pas exclusivement. Il y a une orientation qui s'appelle développement régional, qui va vous être présentée par Jacques maintenant. Il y a l'orientation développement territorial des Suds, que je vais vous présenter ensuite. Il y a une orientation qui s'appelle ingénierie géomatique, qui est donnée avec beaucoup d'enseignements qui sont à Yverdon, et qui a une orientation quand même un peu particulière, parce qu'on fait aussi de la géomatique ici à l'Université de Genève, mais sous la forme d'un certificat. Mais là, c'est beaucoup pour aller vers les métiers de géomètre, en fait, et autour des métiers de géomètre, dans le contexte suisse. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier, que on ne va pas présenter ici, mais si jamais parmi vous, il y en a qui étaient intéressés, sachez que ça existe et que vous pourrez trouver l'information. Et puis, il y a l'orientation urbanisme de projet et l'orientation urbanisme opérationnel. Les deux s'intéressent à l'urbanisme. L'une privilégie davantage les aspects projet, conception. L'autre privilégie davantage l'accompagnement de la mise en œuvre du projet. Mais sachez quand même que les deux font de l'atelier de projet depuis le diagnostic jusqu'aux questions de mise en œuvre. Ce n'est pas segmenté complètement. Si vous choisissez l'urbanisme de projet, les questions de mise en œuvre seront bien sûr évoquées et vous aurez des connaissances là-dessus. Et inversement, si vous choisissez l'urbanisme opérationnel, la dimension contextualisation diagnostique sera également présente.
Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de... Donc, nous, on a 3 orientations à l'Université de Genève. Les 3 fonctionnent... voilà, c'est une formation en 2 années, 120 crédits, 4 semestres a priori, alors qui peut éventuellement être décliné sur un peu plus de temps si vous exercez une activité professionnelle en parallèle. Mais voilà, avec chaque semestre, comme je vous l'ai dit, un atelier qui est quand même un élément structurant, qui a lieu en début de semaine, où il y a, et puis des enseignements qui peuvent être des enseignements méthodologiques, des enseignements thématiques, ou éventuellement des ouvertures sur des aspects complémentaires. Donc on a des plans d'études qui sont différenciés selon les orientations, mais dont la structure reste la même. Et puis il y a un certain nombre d'enseignements qui sont communs à plusieurs orientations. Et puis il y en a même un qui est commun à la totalité des orientations, c'est le premier, l'atelier de développement régional. Voilà. Alors, puisque j'ai la parole, je la garde un peu. Donc on a une orientation sud. Alors, on peut se dire, bon, c'est bizarre d'avoir une orientation, pourquoi aujourd'hui, à l'heure de la globalisation, on sait très bien que derrière les suds, il y a des réalités tellement différentes. Pourquoi créer une formation spécialisée pour s'attaquer à quel type de problème en particulier? Et bien en fait, on pense, et ça s'avère plutôt pertinent, on pense que d'une part, il y a des problématiques spécifiques, et notamment, on a quand même affaire à des sociétés qui sont des sociétés souvent divisées, alors de niveaux de développement qui peuvent être extraordinairement différents, mais il y a quand même un point plutôt commun qui est la question des inégalités qui peuvent exister au sein des sociétés, et puis des inégalités qui existent en termes d'aménagement de l'espace et d'urbanisme et d'accès aux services de base, particulièrement. Et que ça crée un type de problématique particulière. Ça ne veut pas dire que ces questions-là sont jamais présentes au Nord, ni dire que ces questions-là sont pertinentes absolument partout au Sud. Enfin, c'est quand même quelque chose de suffisamment spécifique pour justifier l'existence d'une orientation. Également, il y a la question de l'informalité. Alors l'informalité des activités économiques d'une part, mais aussi l'informalité de l'organisation de l'espace bâti et de sa production. Alors cette notion d'informalité, elle est discutable, elle est d'ailleurs discutée. Si vous choisissez cette orientation, vous verrez qu'on ne la prend pas toujours pour argent comptant, on peut éventuellement la remettre en cause. Enfin, en tout cas, dans la littérature, ça reste quand même quelque chose d'assez original, d'assez particulier, et puis ça constitue une problématique également spécifique. L'autre particularité, c'est qu'il y a sur le plan méthodologique, on est amené, notamment sur les questions d'aménagement et de développement local ou régional, on est amené à travailler là encore, dans des environnements dits informels, et ça se traduit notamment par l'existence d'informations spatiales ou spatialisées qui sont souvent hétérogènes et qui se différencient quand même sensiblement de ce à quoi on peut avoir accès dans les contextes du monde. Et ça aussi, c'est une particularité et ça nécessite d'être travaillé spécifiquement. Et puis enfin, du point de vue des milieux professionnels et du jeu d'acteurs, il y a une particularité aussi, c'est l'importance des ONG, des organisations non gouvernementales, qui est quelque chose qui est très présent sur ces questions-là au Sud, qui l'est nettement moins au Nord. Alors, ça, la première question, c'était pourquoi faire une orientation Sud, mais après, une fois que, peut-être je vous ai convaincu, j'espère, que c'est pertinent, mais si c'est pertinent, alors dans ce cas-là, pourquoi rester dans le NDD et pas faire une formation spécifique? Eh bien, parce que pour nous, c'est important d'être dans cette formation de manière générale, pour travailler quand même les modèles qui circulent entre Nord et Sud, pour ne pas isoler complètement le Sud. Voilà. Et puis d'autre part, on se sent très très bien dans le master en développement territorial, parce qu'il y a cette pédagogie d'atelier qui pour nous est quelque chose de vraiment important. Et donc l'orientation Sud, elle s'inscrit complètement là-dedans. Maintenant, je laisse la parole à Jacques pour l'orientation développement régional. Merci Frédéric. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur le caractère interdisciplinaire des enseignants, des étudiants, enfin des provenances dont vous venez, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus.
Pourquoi une orientation développement régional? Pourquoi cette échelle? Alors on va aller voir un petit peu ces échelles. On a différentes spécialités, spécificités. C'est de former des gens qui sont capables de pouvoir parler de gouvernance entre des projets. Comment est-ce qu'un projet de rénovation urbaine d'un quartier, etc., il doit tenir compte de ce qui se passe à l'échelle de la région en termes de trafic, en termes de développement, en termes, ça peut être du linéaire, comme une revitalisation de cours d'eau, de corridors écologiques, etc. Il y a une échelle plus grande à l'intérieur duquel se trouvent ces projets. Et à cette échelle se trouvent différents niveaux de gouvernance. En général, un mot à retenir là-dedans, c'est qu'on est dans la complexité. On est dans la superposition d'initiatives. À la slide suivante, vous avez une carte pour mieux comprendre tout ça, ça sera clair. Ces différents acteurs qui ont des projets de territoire ont aussi différentes politiques publiques pour mener des actions, pour financer des projets de développement. Donc ce qu'on va regarder, c'est cet ensemble d'outils, prioritairement sur le Nord et sur l'Europe. L'Union européenne a sa politique territoriale, et puis après, on est dans un espace transfrontalier entre la Suisse et la France qui permet d'illustrer plusieurs choses comme ça, avec des régions qui passent au travers des limites. On a aussi différents instruments qui sont spécifiques à des gouvernances. Là, vous voyez des mots qui vous donnent des idées de régions sur lesquelles on travaille. Donc, une région métropolitaine, on peut penser à celle qui est autour de nous, de la métropole lémanique, de l'ensemble depuis le Chablais jusque dans l'Ain et la Haute-Savoie, un ensemble qui fonctionnellement va travailler ensemble, va avoir des problématiques communes, va chercher des solutions, aussi négocier, etc. On parle de régional ou de supra-régional. On a des régions en Suisse, mais les régions, elles ne sont pas imperméables, d'où ce côté supra-régional. Il n'y a pas un endroit où, en tout cas sur la Suisse, où on n'a pas une composante transfrontalière. Donc comment est-ce qu'on fait dialoguer des systèmes d'acteurs, de normes et tout qui sont différents. Par exemple, on a entre un État très centralisé comme la France et puis un État fédéral comme la Suisse. Après, à l'intérieur des États, on a encore des cantons, des régions qui doivent parler ensemble, etc. Donc, voilà un petit peu ces spécificités. Il y a aussi la participation et la gouvernance. On va les regarder dans quelque chose comme du partenariat public-privé pour faire des projets sur ces territoires. Et j'ai commencé par là, la complexité des projets qui proviennent de systèmes législatifs juridiques différents. Vous avez ici un petit cartoon où vous avez la personne d'administration qui dit que ça l'arrangerait, que sa vie à lui se résume à ce bassin de vie qui est fait. Et donc c'est beaucoup plus complexe. Une image pour vous présenter ça, c'est les coopérations, juste les transfrontalières dans la région. Vous voyez cette superposition d'initiatives transfrontalières, celle que vous connaissez très certainement, c'est le Grand Genève ici, mais au-dessus duquel on va retrouver le Conseil du Léman, du côté du Jura, des parcs naturels régionaux qui viennent sur ce projet qui est plutôt quand même urbain, du Grand Genève au métropolitain, etc. On retrouve vraiment de la coopération sur le Grand Genève. Il y a encore une coopération transfrontalière entre arcs jurassiens, etc. Ça, c'est pour vous montrer l'échelle là. Et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à l'intérieur de ça, on va retrouver ce qu'on peut appeler de l'intercommunalité avec des projets d'agglomération où des communes vont travailler ensemble. Des parcs naturels régionaux et toutes sortes de communautés de communes, de schémas de développement entre des communes à gauche et à droite, et le tout dans 2 systèmes différents. Donc voilà, il faut des gens qui puissent se repérer là-dedans, qui puissent travailler à l'intérieur, faciliter le dialogue entre ces systèmes d'acteurs et de projets. Frédéric vous a montré avant les plans d'études, celui-là il est juste un petit peu disséqué, donc les cours qui sont, il n'y a pas besoin de regarder chaque cours, qui sont spécifiques à l'orientation développement régional. Mais on voit que grosso modo, les enseignements on va dire académiques classiques, c'est
c'est grosso modo un tiers quand on le voit comme ça. Après, de l'autre côté, on est dans les ateliers, des stages sur le terrain où on va travailler autour d'un terrain, etc. Et au milieu, vous avez une série d'enseignements qui allient des cours théoriques avec la mise en perspective sur le terrain. Donc quand même un deux tiers orienté terrain sur deux thématiques, hein, ces projets de territoire et tout ce qui a trait à des territoires avec des spécificités géographiques comme la montagne, etc., et qui produisent aussi des identités. Ça peut être du liant, ça peut être du marketing pour du branding territorial, pour, je sais pas, des AOP, des AOC, etc., où on va pouvoir mettre des labels. Donc voilà, une chose aussi, vous pouvez prendre des cours supplémentaires en bleu dans une grande diversité, sociologie, économique, environnement, mais aussi la géo-information, les outils géomatiques, et une partie des étudiants on les retrouve aussi une année suivante dans le certificat de géomatique. Donc voilà, ça marche assez bien ce côté de l'information. Et pour terminer, dans les perspectives professionnelles, hein, on a les régions, je mets entre guillemets parce que c'est un vaste terme dans lequel, suivant les contextes et les pays, on a plusieurs sortes de régions qui sont liées à des politiques territoriales, que ces politiques territoriales soient nationales ou qu'elles soient européennes. Dans tous ces projets qui sont à l'interaction intercantonale, intercommunale, ou transfrontalière, hein, dans différents contextes, qu'ils soient urbains, périurbains, ruraux, montagnards. Et tout ce qui est ces projets d'agglomération en Suisse et de l'intercommunalité. Alors, tu l'as dit avant, des postes dans des administrations centrales, dans ces structures régionales ou métropolitaines, et aussi dans des bureaux privés. Voilà un tout petit peu. Je te passe moi. Tu interviens ensuite? À quelle heure? D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Bon, donc les absents ont toujours tort. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas les responsables de l'orientation urbanisme. Évidemment, c'est aussi une proposition qui vous est faite. Juste cette orientation urbanisme, elle s'inscrit complètement dans le cadre de la formation telle qu'on l'a présentée, telle qu'on l'a décrite. En revanche, elle va privilégier une autre échelle qui est plutôt celle de la production de la ville, à l'échelle notamment des quartiers, avec la mobilisation de professionnels qui seront différents, qui vont être des urbanistes principalement. Voilà. Donc on a une formation qui, vous voyez, est assez cohérente, mais qui offre des possibilités de nature un peu différentes. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de continuer, pour celles et ceux que ça intéresse réellement, de discuter, mais de discuter avec l'équipe que nous